2024 est là, synonyme de renouveau et d'opportunités. Peut-être avez-vous cette année des projets, des résolutions pour changer votre vie professionnelle. Alors les amis, pensez au parcours Chance. Chance, fidèle partenaire de Métamorphose. Chance, c'est ce bilan de compétences qui vous aide à redonner du sens à votre vie professionnelle. En 3 mois seulement, redéfinissez vos objectifs et retrouvez ce qui vous anime vraiment avec un coach dédié. Chance, c'est aussi une communauté engagée qui est là pour vous soutenir, vous épauler et vous ouvrir son réseau. Et en prime, le parcours est 100% finançable grâce au CPF. Alors les amis, je vous invite peut-être à surfer sur l'énergie de la rentrée et des bonnes résolutions pour cette fois-ci vous mettre en action. Rendez-vous immédiatement sur le site chance.co pour faire le point gratuitement avec un conseiller et changer ce qui ne va pas ou plus dans votre vie professionnelle. Bienvenue dans le Best-of Métamorphose, une série spéciale qui vous permet de découvrir ou de redécouvrir les épisodes les plus écoutés de Métamorphose. Bienvenue dans la saison 3 du podcast Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Je suis Anne Guéquière, fondatrice du magazine Féminin Bio, auteure de l'Oracle de la Métamorphose et éditrice de projets engagés pour un nouveau monde. Chaque lundi et jeudi, dès 7h, nous partons ensemble à la découverte d'un sujet lumineux avec une personnalité qui porte une voix d'éveil des consciences. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Partir à la découverte de l'autre pour se découvrir soi, pour évoluer, pour redécouvrir le monde aussi, finalement, la vie, au sens plein, au sens vrai. Dans son nouvel essai, La rencontre, une philosophie, mon invité, qui fait de la philosophie une force de vie quotidienne, nous rappelle à cette éthique salutaire en ces temps de repli sur soi et de technologie. Il interroge les plus grands penseurs, il se fait l'écho des plus belles rencontres de notre histoire collective en nous présentant des romans, des films, des récits. Alors pourquoi certaines rencontres nous donnent-elles l'impression de renaître ? Comment se rendre disponible à celles qui vont intensifier nos vies et nous révéler à nous-mêmes ? C'est ce que nous allons découvrir avec notre invité du jour, agrégé de philo et l'un des essayistes français les plus traduits à l'étranger, en suivant le fil des idées et finalement de la beauté. Bonjour et bienvenue à vous, Charles Pépin. Bonjour. Bonjour, je suis ravie de vous rencontrer, donc, aujourd'hui. Alors, ce mot « rencontre » vient du vieux français et exprime le fait de heurter quelqu'un sur son chemin. Parlez-nous de ce choc de la rencontre entre deux altérités. Bien oui, il y a un choc parce que, par définition, l'autre est différent, l'autre n'est pas moi, et donc l'autre me perturbe, l'autre me trouble. D'ailleurs, je pense que s'il n'y a pas ce trouble-là, il n'y a en fait pas de vraie rencontre. Ce qui veut dire que souvent, on croit qu'on rencontre les gens, alors qu'en fait, on ne les rencontre pas, on ne fait que les croiser. Et ce qui est intéressant dans ce choc, c'est qu'au fond, mes certitudes vacillent, mes convictions aussi peut-être, mes contours identitaires aussi également. Et évidemment, on est tenté de fuir. Souvent, on a peur comme ça de ce choc, alors que la vraie rencontre nous demande, au fond, d'aimer ce qui nous dérange. C'est ça. D'où vient ce trouble, justement ? Il prend sa source où ? Alors, il y a différentes rencontres. Si c'est une rencontre amoureuse, il prend sa source, je crois, dans le désir. Si c'est une rencontre amicale, c'est beaucoup plus énigmatique. C'est une rencontre professionnelle. Mais je dirais que c'est ça qu'on ne sait pas, en fait. On ne sait pas d'où ça vient, cette espèce d'attirance, comme ça, de curiosité pour l'autre, pour le monde de l'autre. Mais ce qu'on sait, alors on ne sait pas exactement d'où ça vient, mais ce qu'on sait, c'est que ça fait du bien. D'être un peu, se désintéresser un peu de soi, finalement, ou en tout cas de s'intéresser soudain à quelqu'un plus qu'à soi. Dans une rencontre amicale, par exemple, ce trouble peut être aussi troublant, d'ailleurs, en se disant c'est bizarre, parce que pourtant, ce n'est pas du désir amoureux, mais je ressens quand même un trouble. Oui, alors il y a sûrement un investissement quand même de la libido, même dans l'amitié. C'est-à-dire, c'est pas de la sexualité, on n'a pas de désir sexuel au sens propre pour un ami ou une amie, enfin au sens de l'amitié, mais en revanche, il peut y avoir dans l'élan amical, il y a des coups de foudre amicaux. Je parle dans mon livre du coup de foudre amical entre Picasso et Paul Éluard, par exemple. Eh bien, je crois que dans le coup de foudre, dans la façon de tomber comme ça en amitié, il y a peut-être une sublimation de la libido. Donc la libido, d'après Freud, c'est une énergie comme ça qui est d'origine sexuelle, mais qui au fond est plus vraiment sexuelle et qu'on peut réinvestir dans plein de choses, notamment peut-être dans l'amour, évidemment, au sens spirituel, mais aussi dans l'amitié. Oui.
Oui, d'ailleurs, William Reich, qui était un peu un dissident de Freud, a parlé aussi de cette énergie sexuelle comme étant finalement l'énergie de vie, qui n'était pas forcément sexuée. Tout à fait, exactement. De toute façon, il faut aussi se demander pourquoi on a quand même une longue histoire dans l'évolution des espèces, et ce par quoi nous avons survécu, c'est la sexualité en tant qu'espèce. Donc il est clair qu'il y a comme ça, dans la sexualité, un rapport à la mort, un rapport à la vitalité, c'est évident. Oui. Et donc il ne faut pas être obsédé par la question sexuelle, de la sexualité au sens premier. Il faut l'entendre dans un sens beaucoup plus vaste, en fait. Oui, c'est ça. C'est pour ça qu'on parle aussi peut-être d'énergie orgastique et non pas orgasmique. Oui, vous voulez dire dans l'amitié aussi ? Oui. Oui, bien sûr. Ouais. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est tout simplement l'idée d'énergie et puis par-delà, l'idée du mouvement. Et c'est ce que j'explique dans mon livre, c'est que dans une belle rencontre, je suis remis en mouvement. Parfois, ma vie s'arrête un peu, je suis dans la répétition, ou dans l'ennui, ou dans la routine, ou dans une sorte d'enfermement sur des rails qui peuvent être mes habitudes, mes certitudes. Et puis, je te rencontre, amical, amour ou même professionnel, et quelque chose est relancé du mouvement de la vie, comme si il fallait sortir, comme s'il fallait sortir. Le casque a volé. Comme s'il fallait sortir, en fait, de soi. De chez soi, déjà aussi, mais de soi. Et de soi, ça veut dire de ses opinions, de ses certitudes, de ses habitudes aussi, pour finalement s'éprouver vraiment vivant. Et c'est ça qui est beau dans la rencontre, c'est qu'on se sent vivant, en fait. Même si c'est parfois un peu désagréable, parce qu'on est dérangé. Parce que je découvre qu'on peut voir le monde autrement, qu'on peut voir tel personnage politique autrement, qu'on peut faire l'amour autrement. Je découvre des choses qui sont dérangeantes quand même, au sens propre. Mais je crois qu'il faut aimer être dérangé, parce que c'est ça la vraie vie. Est-ce qu'il y a des personnes dans votre travail, vos observations, qui sont plus dérangeantes, qui provoquent plus ce mouvement finalement chez l'autre que d'autres ? Oui, bien sûr. Il y a des personnes qui ont une intranquillité et qui refusent comme ça de s'asseoir dans le fauteuil confortable de leur identité et de leur certitude. Et ce sont ces personnes-là qui provoquent les rencontres. D'ailleurs, vous savez, je crois que ce qui compte, c'est qu'il y ait rencontre, pas nécessairement réciprocité d'ailleurs. Et parfois, on peut rencontrer quelqu'un et cette personne ne nous rencontre pas. Et ben, c'est pas grave. Alors que nous, on est tellement égalitaristes qu'on voudrait tout le temps une réciprocité. Par exemple, moi j'ai beaucoup d'élèves, ou même je connais beaucoup de jeunes de 16 ans qui disent, voilà, 17 ans, oh, moi le prof, il me calcule pas, donc du coup, ça m'intéresse pas à son cours. Mais c'est dommage, parce que peut-être que le cours est passionnant, et que dans un premier temps, il n'y aura pas de réciprocité, et peut-être qu'elle viendra après. Moi, par exemple, mon prof de philo au lycée, si je m'étais dit ça, je me serais fermé. Et je ne me suis pas dit ça. Il n'y a pas eu de réciprocité pendant au moins 6 mois. Il ne me regardait même pas. Mais moi, je le rencontrais déjà. Et de même, quand j'ai écouté Ray Charles à 13 ans ou David Bowie à 15 ans, bah heureusement que je n'ai pas attendu la réciprocité pour les rencontrer. Et pourtant, ils ont changé ma vie. Et puis, plus tard, mon prof de philo que j'évoque est vraiment devenu un ami. Et là, la rencontre a pris une autre tournure. Mais ça, c'est un conseil que je voudrais donner à celles et ceux qui nous écoutent. C'est arrêter de vouloir que ce soit donnant-donnant. Arrêter d'attendre une réciprocité. Je sais que ça peut paraître bizarre comme conseil, mais il y a beaucoup de choses qui se développent dans l'existence quand on est capable de prendre ce qu'il y a à prendre, de vivre ce qu'il y a à vivre. Et puis c'est comme ça. C'est aussi la chanson de Balavoine. Aimer est plus fort que d'être aimé. Alors peut-être qu'il y aura un retour plus tard. On n'est pas obligé de compter dessus, quoi. C'est ça. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse. Je le fais jamais dans Métamorphose, mais allons-y, puisque vous parlez de votre prof de philo. Je repense à ce prof de philo que moi j'avais vraiment rencontré. Il y avait une belle amitié qui était née avec bon nombre de ses élèves. Il était tout jeune, il sortait juste de ses études, donc finalement il n'était pas tellement plus âgé que ses élèves. Il devait avoir 22 ou 23 ans. Et c'était une vraie rencontre et je ne l'ai jamais revu. Alors Antoine Péridi, si vous nous entendez aujourd'hui, si vous connaissez ce prof de philo, dites-lui de nous contacter. Voilà. Alors pourquoi vous parlez en introduction du livre de cette fameuse et banale question justement de qu'est-ce que vous faites dans la vie ? C'est vrai que dès qu'on se retrouve à un dîner, une relation sociale ou à se présenter, de voir, tout de suite c'est le pro, quoi. Oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'en fait c'est un peu plus compliqué. Ce qui est sûr, c'est que... Vous dites que c'est une bien mauvaise entrée en matière, quand même. En fait, je dis plus précisément que c'est un mauvais début, mais que c'est mieux que pas de début du tout. Alors, je ne suis pas si sévère. Mais en fait, l'idée, c'est que pour qu'il y ait rencontre, il faut tomber le masque.
Il faut montrer de soi quelque chose d'un peu complexe ou un peu vulnérable, mais pas que vulnérable. Ça peut être vulnérable et charismatique à la fois. Oui. Le problème de cette identité sociale, socio-professionnelle, c'est qu'on est habitué à répondre la même chose. Donc on va rentrer dans un storytelling de soi, complètement automatique, et c'est pas du tout propice à l'empathie et au fond à la rencontre et à l'établissement d'un monde commun. Alors ça peut être un début, voilà, c'est mieux que pas de début du tout, encore une fois. Mais surtout, il y a tellement plus beau comme question. Voilà, vous pouvez dire, et toi, qu'est-ce qui te fait vibrer? Et toi, pourquoi tu te lèves le matin? Et toi, qu'est-ce qui t'a écœuré récemment? Et toi, c'est quoi ta chanson préférée? Enfin, je veux dire, il y a 1000 questions tellement plus intéressantes que « et toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» Mais d'ailleurs, c'est marrant parce que j'ai donné une grande conférence au Théâtre de la Porte Saint-Martin sur ce sujet. D'ailleurs, c'était avant d'écrire le livre. J'ai eu l'idée d'écrire le livre parce que la préparation de cette conférence m'avait passionné. Ça s'appelait « À la rencontre de soi, des autres et du monde ». Et puis, il y avait un de mes amis que je ne dis pas qui c'est. Après, on a fait un dîner avec on était une trentaine, avec plein de gens qui m'avaient aidé à préparer, parce que c'était un peu un spectacle. Il y avait aussi André Manoukian qui jouait du piano, il y avait d'autres amis qui jouaient... Sylvain Aurel qui jouait les mots bleus de Christophe, etc. Et puis, un de mes amis était à table à côté d'une autre de mes amies. Il ne se connaissait pas, il avait envie de l'aborder. Mais j'avais tellement ironisé pendant toute la conférence sur cette phrase. Et toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Il ne savait plus quoi dire. Du coup, il ne savait plus quoi dire. Et finalement, il a commencé par cette phrase et ça s'est quand même bien fini. C'est vrai. Donc oui, c'est pas si terrible. Qu'est-ce qui vous fait vibrer, vous, dans la vie, Charles Pépin? Alors, c'est une super belle question. Je crois la créativité me fait pas mal vibrer. Créativité, c'est pas uniquement dans le travail. Elle peut être existentielle. On peut avoir de la créativité dans l'amour, dans le fait d'être parent. C'est quelque chose qui me touche beaucoup. Ça. Vous savez, quand on a des enfants, on est tenté de vouloir répéter la recette qui marche. Et en fait, ça marche jamais parce que les enfants, ils grandissent tellement vite, sont tellement différents. Les journées sont tellement différentes que dès qu'on a compris un truc qui marchait en termes d'éducation ou de pédagogie, en fait, après, ça marche plus parce que la roue tourne, quoi. Oui. Donc ça me passionne, la créativité, ça me tient en vie. Et puis, je crois quand même que j'ai une conscience de notre mortalité que je vis joyeusement. C'est-à-dire que, par exemple, si j'ai un de mes enfants et que je suis prêt à m'énerver... En fait, je me dis, mais on va tous crever bientôt. Est-ce que vraiment c'est nécessaire? Est-ce qu'il faut s'énerver pour si peu? Ah oui, vous revenez à ça, c'est essentiel. Mais je le fais de façon... j'ai pas fait exprès d'être comme ça. Je crois que c'est quand même quelque chose que j'avais avant de rencontrer la philosophie à l'âge de 16 ans. Par exemple, quand je vois la beauté d'un ciel, là, aujourd'hui il fait très beau à Paris, je suis venu en vélo, là, et... je vois cette clarté comme ça, cette beauté, ce bleu, sur fond du fait que tout s'éteint et que tout finit, et c'est donc d'autant plus beau. Donc j'ai l'impression que ça aussi, ça me tient beaucoup, cette espèce de façon d'arracher comme ça, exactement, de relief, d'intensité aussi, d'arracher la vie à la perspective que tout finit. Mais vous savez, même si tout finit, rien ne pourra jamais faire que cela n'ait pas été. Oui. Et ce qui est beau, c'est qu'il y a de l'éternité dans tout, même si ça ne dure pas, il n'y a pas d'immortalité. Il y a une éternité dans la qualité de certains instants. Donc ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Oui. J'aime beaucoup trouver ça dans la musique, dans l'émotion esthétique, dans le sentiment amoureux, dans la sexualité aussi, dans la jouissance. Il y a des moments comme ça d'éternité, quoi. C'est une forme d'émerveillement perpétuel, en fait, ce que vous expliquez là. Alors, perpétuel, je pense pas, parce que ce serait être fou que d'être tout le temps dans l'émerveillement. Mais voilà, j'ai écrit un livre, Quand la beauté nous sauve. D'ailleurs, mon livre, le plus récent sur la rencontre, sur lequel vous m'interrogez, il est quand même... un peu la suite des précédents, et notamment de celui-là. Et je pense qu'il y a émerveillement parce qu'il n'y a pas émerveillement tout le temps. Il faut quand même accepter qu'il y a des moments où il y a de la répétition, des moments où c'est un peu gris. Mais en revanche, il faut être là, très, très capable d'accueillir l'émerveillement, le surgissement de ce miracle, parfois, qu'on trouve dans certains instants, dans certaines relations humaines, et puis aussi dans certaines lumières, tout simplement. Moi, je pense à l'émerveillement perpétuel aussi au sens peut-être de la joie de Spinoza. C'est quelque chose qui est là, finalement, en tâche de fond, au-delà de ce qui arrive. Oui, c'est vrai. D'extérieur à nous. Je comprends ce que vous voulez dire, au sens où l'existence en elle-même, d'ailleurs c'est plutôt Épicure qui le montre que Spinoza, l'existence en elle-même est plutôt un miracle. On aurait très bien pu ne pas être. C'est vrai. Et d'ailleurs, quand on rencontre quelqu'un, c'est quelque chose que j'explique dans le livre, on a comme la répétition de ce petit miracle. Parce que j'aurais pu ne pas te rencontrer. Déjà, j'aurais pu ne pas être. Je vous rappelle que la Terre aurait pu se prendre un astre, enfin une comète. D'ailleurs, la vie sur Terre
est lié à un accident avec une comète, un accident astral, il y a à peu près 4 milliards d'années. Ça aurait très bien pu ne pas avoir lieu, il n'y aurait jamais eu de vie sur Terre. Donc vous voyez, la vie est un miracle. Il y a eu la guerre froide il n'y a pas longtemps, tout ça aurait pu péter, il y a l'énergie atomique, donc c'est déjà énorme d'être vivant. Mais en plus, je te rencontre, alors que j'aurais pu ne pas prendre ce train, que j'aurais pu ne pas prendre cet avion, que j'aurais pu ne pas te voir, que j'aurais pu avoir la tête dans mes mails, la tête dans ma to-do list, que j'aurais pu checker des WhatsApp au lieu de te voir. Et donc, quand on mesure la contingence, en fait, c'est ça la méthode, la contingence, c'est ce qui est, mais qui aurait pu ne pas être. Quand on prend la mesure de la contingence d'une rencontre, comme, par voie encore plus, de la contingence de la vie elle-même, alors, et en effet, je comprends mieux ce que vous disiez, en effet, il y a une intensification de la joie de vivre, une intensification du bonheur d'exister. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose auquel je suis très sensible. Souvent, les gens ne comprennent pas la profondeur de cette idée. Ils disent, ok, d'accord, j'aurais pu ne pas. Mais il faut s'arrêter, et ça c'est une méthode de prof de philo, dire, attends, tu n'as pas compris. C'est pas j'aurais pu ne pas. Là, tu ne comprends pas, tu n'écoutes pas, tu n'es pas présent, tu n'es pas conscient. C'est est-ce que tu peux embrasser ce que tu vis au travers d'un concept. Et ce concept, c'est la contingence. C'est-à-dire que ce qui est aurait pu ne pas être. Et là, ça ouvre des perspectives folles. Oui, c'est sûr. Est-ce qu'il y a un phénomène synchronistique à travers ça ? C'est-à-dire que finalement, tout concourt dans cet arrêt, à cet instant-là, en réalité. J'ai l'impression que vous êtes encore plus mystique que moi. Je n'irai pas jusque-là. Tout ne concourt pas. On peut en avoir cette impression. On peut en avoir une agréable impression. Notamment, Jung parle beaucoup de synchronicité. On peut avoir cette illusion, peut-être est-ce une illusion. Je crois qu'il y a des choses, malheureusement, qui ne trouvent pas leur place, qui ne s'inscrivent pas dans l'ordre du tout. Mais justement, raison de plus pour savoir prendre ce qui arrive, ce qui nous tombe dans le bec, ce qui tombe du ciel. Mais ça ne veut pas dire que tout concourt à un ordre supérieur. Moi, je crois plutôt qu'il y a du chaos dans l'existence. En revanche, au milieu de ce chaos, il y a beaucoup de beauté, beaucoup d'amour, beaucoup d'amitié, beaucoup de belles rencontres possibles. Encore faut-il se rendre disponible. Et ça, on a du mal. Et vous savez pourquoi ? Parce qu'on nous apprend à prévoir. On nous apprend à anticiper. On nous apprend à rationaliser. On nous apprend, en gros, à voir le monde à travers des cases préétablies. Et souvent, ce qui nous empêche de rencontrer quelqu'un, comme d'ailleurs de rencontrer une œuvre d'art, comme d'ailleurs de rencontrer un paysage, c'est qu'en fait, on n'a pas la capacité d'accueillir un imprévu parce qu'on avait une attente par rapport à quelque chose de prévu. Alors, attention, c'est là que mon propos est précis, c'est pour ça que j'ai écrit un livre entier sur la question. Je ne dis pas, comme certains le disent, mais moi je ne dis pas ça, je ne dis pas n'ayez aucune attente. Arrêtez de vouloir, arrêtez d'être focalisé sur un objectif et accueillez l'inattendu. Je ne dis pas ça. Je dis un truc beaucoup plus précis. Oui, parce qu'il y a des gens qui sont restés assis pendant des années comme ça. Ils disaient, c'est bizarre, il ne se passe rien dans ma vie. Non, j'entends bien. Je dis, vous êtes légitimement en train d'attendre quelque chose. Vous êtes d'ailleurs beaucoup occidentaux, pas beaucoup de celles et ceux qui vont écouter ce podcast, pas tous, mais en grande partie. Et c'est vrai que pour sortir de chez vous, pour vous bouger, pour aller à la rencontre des autres et du monde, il faut viser des buts et avoir des attentes. Très bien. Ce que j'explique simplement, c'est qu'il faut sortir de la pensée dichotomique. C'est pas parce que je veux atteindre un but et que j'ai une attente que je vais être incapable de m'ouvrir à l'inattendu. On peut faire les deux en même temps. Oui, c'est un mouvement double. J'aime beaucoup cette idée. C'est assez taoïste aussi, que c'est yin et yang, finalement, d'une certaine manière. Exactement. Je pense qu'on peut en même temps vouloir et cesser de vouloir pour accueillir et désirer. Qu'on peut en même temps avoir une attente et savoir saisir l'inattendu. C'est déjà écrit et je l'écris en même temps. Oui, alors du coup, on se retrouve mieux là-dessus, parce que tout à l'heure, vous disiez c'est déjà écrit, et moi je disais je l'écris. En effet, si on sort de la pensée dichotomique, il n'y a pas de contradiction. Et finalement, il n'y a pas aussi de contradiction entre faire un effort et être relâché. Et ça, c'est important de le comprendre, parce qu'aujourd'hui, on parle du lâcher-prise, mais le problème, c'est qu'il ne s'agit pas de lâcher prise complètement. Ou alors, si on lâche prise complètement, c'est qu'on est très mal, en fait. C'est qu'on a complètement lâché et qu'on a abandonné toute ambition, toute volonté, même tout désir. Moi, je pense que le concept qui est au cœur de mon livre, à vrai dire, pour être honnête, c'est un concept que je n'ai pas bien formulé, parce que je n'ai pas trouvé le néologisme parfait, d'ailleurs je le cherche toujours. C'est le concept d'une flexivolonté, d'une volonté lâche, une volonté relâchée.
ou, si vous trouvez un meilleur concept, envoyez-moi un message sur Instagram. Mais en gros, l'idée, c'est de dire, je vais mettre en œuvre un effort et un vouloir, mais je vais savoir, au cœur de ce vouloir, au cœur de cette insistance, que l'essentiel est ailleurs. Et ça ne m'empêche pas de vouloir et de me battre, mais au fond, j'ai cette sagesse de savoir que non seulement la vraie vie est ailleurs, mais que surtout, le mieux, c'est ce qui va apparaître et que je n'aurais pas attendu et que je n'aurais pas voulu. Mais attention, si je ne veux rien, il risque fort de rien se passer. Donc vous voyez, je suis à la fois volontariste et dans le lâcher-prise. Et dans le lâcher-prise, il y a un mot que j'aime beaucoup qui définit aussi l'ordre et le chaos, qui est ce mot de chaordique. Ah, je ne connais pas, c'est intéressant. Ouais, et qui a été inventé. Alors, il me semble que c'était par Rudolf Steiner, et finalement, je ne crois pas. Je crois que ça a été inventé plutôt par un économiste. Pas mal, coordonné, c'est coordonné. Voilà, c'est l'ordre dans le chaos, et qui exprime à la fois cette notion de volonté, et quand je vous écoute, ça me fait penser à ça. C'est pas exactement la même chose, mais c'est pas loin. Mais j'aime bien cette idée. On retrouve une sortie de la pensée dichotomique. C'est quelque chose pour lequel je milite depuis plusieurs livres. Parce que dans le livre d'avant sur la confiance en soi, je disais déjà qu'il fallait arrêter d'opposer confiance en soi et en les autres. Et dans le livre avant, sur les vertus de l'échec, qu'il fallait déjà cesser d'opposer échec et succès. Oui. Donc c'est très intéressant de se dire, voilà, pourquoi on nous a appris à penser en deux cases. Mais c'est vraiment comme ça qu'on nous apprend à penser. Et on peut sortir de ça. Après, sur la volonté, c'est aussi intéressant de... ce que je disais sur la volonté flex, en gros, c'est de se dire aussi, si je veux trop fort ou si je ne veux pas du tout, en fait, je vais très mal vivre l'échec. Notamment le fait de ne pas rencontrer l'amour, de ne pas rencontrer l'amitié. Je vais me dire que c'est de ma faute parce que j'ai été dans la crispation volontariste. Oui. Ou alors c'est de ma faute parce que j'ai rien fait pour. Et je ne me suis pas bougé et je suis resté chez moi à scroller sur Instagram. Et en fait, ce qui nous déculpabilise, c'est justement l'attitude que j'appelle de mes voeux dans ce livre. C'est tu vas mettre en œuvre des efforts, de la volonté, mais tu vas essayer d'ouvrir les yeux et d'être disponible à ce que tu ne veux pas, à ce que tu n'attends pas. Mais j'entends dans ça une forme aussi de rapport à une temporalité, c'est-à-dire que si effectivement je suis dans une attente qui est dans une planification finalement assez longue, il y a quelque chose qui pour moi est en tension et ne fonctionne pas. Alors que si je suis dans une attente malgré tout, mais d'un surgissement qui peut être dans une temporalité plus immédiate, il y a quelque chose qui peut peut-être fonctionner plus facilement. Alors oui, vous avez raison. C'est-à-dire qu'avec cette idée de la temporalité, on s'en sort de plein de manières. Oui. Par exemple, on peut dire c'est l'un puis l'autre. On peut dire c'est les deux en même temps. On peut dire il y a un temps court où j'attends ça et un temps long où j'attends plus rien, ou l'inverse. Et là où vous avez tout à fait raison, c'est que nous ne vivons pas dans l'éternité. Nous habitons le fleuve du temps. Et c'est très important de le comprendre. Ça veut dire qu'on peut avancer, se rectifier, se laisser porter, puis ramer avec insistance. J'aime bien ramer, hein. C'est pas que laborieux. C'est beau aussi, la rame, c'est un peu comme... C'est sûr, voilà. Et puis quand on fait de la montagne, etc., enfin tout ça, c'est beau. Et puis il y a un moment où on arrête de ramer, la barque file toute seule. Mais c'est quand même parce qu'on a ramé que ça file seul. D'une certaine manière, c'est parce qu'on a voulu que le relâchement de la volonté produit aussi ses effets. Par exemple, vous réfléchissez beaucoup, et vous ne trouvez pas la solution, mais vous êtes dans l'effort. Puis vous allez marcher, nager ou courir, et puis l'idée arrive. Mais si vous n'aviez pas fait l'effort préalablement, l'idée, elle n'aurait pas surgi au moment de la marche ou de la brasse coulée. Et donc, c'est un peu la même idée. En fait, on met en mouvement ces facultés, et puis il y a un moment qui est un moment d'insistance volontariste, et puis il y a un moment de relâchement où on laisse les choses arriver, quoi. On les laisse advenir. Oui, mais peut-être qu'il faut initier le mouvement. C'est une sorte d'acquiescement de l'âme, de mouvement de l'âme qui dit oui, en fait, à ce qu'il advienne quelque chose. C'est vraiment, je le ressens comme ça, une sorte de volonté, mais peut-être antérieure à nous-mêmes. Un oui. Je sais, c'est dur à expliquer. Alors revenons quand même à la rencontre. On est dedans, hein, mais aussi à cette grande rencontre amoureuse dont vous parlez, parce que vous avez beaucoup de références dans le livre, et notamment, je pense à Out of Africa, qui vous fascine peut-être un petit peu, je ne sais pas, mais en tout cas, cette rencontre qu'on a tous en tête de ces deux protagonistes extraordinaires, ça va durer, je crois, 4 jours, cette rencontre. Alors, la rencontre qui dure 4 jours, c'est sur la route de Madison. Oui. Ah, c'est sur la route de Madison, c'est ça. Je parle des deux. Mais... je suis en train de mélanger, ça y est, je suis en train de mélanger les deux ambiances en plus là, dans ma tête. Ouais. Non, mais donc du coup, cette rencontre, elle est très intéressante. Donc c'est une femme qui travaille dans une ferme, qui est une épouse,
et qui s'ennuie un peu avec son mari, mais elle aime quand même son mari d'un amour assez profond. Et puis le mari s'en va pendant 4 jours avec ses enfants pour une sorte de concours de taureau. Et puis passe Clint Eastwood, donc un photographe. Et puis ils vont vivre une passion, un coup de foudre pendant 4 jours. Alors on pourrait se dire, elle trompe son mari, et puis il y a une infidélité, il y a une trahison. Il y a un peu de ça quand même, mais sauf que le film est beaucoup plus profond, parce que elle va hésiter à tout quitter pour partir avec lui, avec le photographe. Elle va renoncer pour rester avec son mari, et elle va ensuite, pendant tout le reste de sa vie, pendant plus de 20 ans, non seulement prolonger la rencontre avec le photographe, mais par le souvenir et par le fait que ça a réveillé en elle toute une vitalité, toute une curiosité, toute une sensualité. Et ça va lui permettre, paradoxalement, mais c'est ça aussi un beau film ou une vraie œuvre d'art, d'être bien avec son mari pendant les 20 ou 25 ans de vie qui lui restent, alors qu'elle n'était plus bien avec lui, comme si une rencontre nous réveillait à nous-mêmes, nous révélait à nous-mêmes, nous rendait aussi à notre exigence. Et que parfois, il faut quelqu'un d'autre pour me dire, mais en fait, tu mérites mieux, tu dois avoir une autre vie, et qu'on n'est pas capable de l'entendre si ça vient de soi-même, de sa propre conscience. Mais il y a des choses, il faut que ça vienne des autres comme ça. Et c'est ça aussi la force des rencontres. C'est elles nous permettent d'entendre des choses qu'on aurait dû entendre, mais qu'on n'arrive pas à entendre. Et j'aime bien cette idée que parfois, la rencontre de quelqu'un me réveille et réallume en moi une exigence par rapport à mon existence. Si tant est que ce n'est pas une projection effectivement de la vie qu'elle aurait rêvé d'avoir avec cet homme et qu'elle se projette de manière illusoire toute sa vie, c'est un peu long 20 ans pour une projection quand même. Non, elle ne se projette pas en fait dans le film. Elle ne se projette pas. C'est pas ça l'histoire. En tout cas, c'est pas ce qu'a voulu dire Clint Eastwood, qui est aussi le réalisateur. Oui. Il a voulu dire qu'il y avait une possibilité en fait de prolonger une rencontre même si on ne reste pas avec la personne. Et ça, on peut le voir de plein de façons. On peut être fidèle à une rencontre, on peut continuer une rencontre. Alors le plus souvent, on peut la continuer avec la personne, en redécouvrant la personne, en re-rencontrant la personne, en réapprenant à ouvrir les yeux sur son mystère, en ne la réduisant pas à des habitudes ou à des choses qu'on connaît déjà. Mais on peut aussi être séparé par la vie et continuer à se rencontrer en alimentant le souvenir et puis aussi la fidélité à ce qui a été vécu, la fidélité à des valeurs qui ont été présentes dans cette rencontre. Et je crois que c'est ça le signe d'une vraie rencontre, comme c'est qu'elle dure. D'une manière ou d'une autre, elle dure. Elle se prolonge, elle se ramifie. Et je milite dans mon livre, donc, quand le titre c'est La rencontre, une philosophie, parce que la philosophie est une philosophie romantique, mais d'un romantisme redéfini, pas la passion qui va nécessairement décliner, mais au contraire, le romantisme d'une expérience de l'altérité de l'autre, qui au fond pourrait durer toute une vie, puisque l'autre est l'autre, puisque l'autre est un continent inconnu, puisque l'autre ne voit pas le monde comme moi, ne ressent pas les choses comme moi, alors ma curiosité à l'égard du monde de l'autre peut durer toute la vie. Et c'est d'ailleurs, je prends pas mal d'exemples comme ça dans le livre, notamment la très belle histoire entre Voltaire et Émilie du Châtelet, qui a duré pas toute la vie, mais quand même 14 ans. 14 ans à redécouvrir l'autre sans cesse, à discuter avec l'autre, à être surpris par l'autre. Et pourtant, ils étaient en contradiction parfois de point de vue, etc. Ils étaient en désaccord sur plein de choses, politiquement, scientifiquement. Et ce qui est beau, c'est de préserver l'altérité dans une rencontre. Je me moque beaucoup. Et surtout dans le temps, je trouve. Parce qu'au départ, cette altérité, par les feux de la passion, ou même de la passion amicale, ou du coup de foudre amical, gomme cette altérité. On est un pareil même, quelque part. On a vraiment cette idée de flamme jumelle, de rencontre, je suis identique à l'autre. Mais l'altérité dans le temps, je trouve, est moins évidente. Exactement. Et d'ailleurs, on voit bien, on le constate, que souvent, dans le temps, on est tenté de dire « on », de dire « nous », notamment dans un couple. Nous, on adore Biarritz, on adore le Maroc. Et si on va dîner chez les Thomas, il n'y a plus qu'une entité à 2 têtes un peu monstrueuse, quoi. Enfin, même pas 2 têtes, une seule tête, en fait. Je trouve que c'est dommage, parce que ce qui est beau dans une rencontre, c'est l'altérité. Et justement, dans le temps, eh bien, il y a 2 attitudes. Soit on va vouloir réduire cette altérité en fusionnant dans une sorte de on un peu bizarre et réducteur. Soit on va essayer de préserver cette altérité et de préserver de l'autre du mystère. Le problème, c'est que quand on est en couple avec quelqu'un, eh bien, si cette personne demeure mystérieuse, ça peut nous faire peur. On peut se dire, mais alors, est-ce qu'elle est avec moi, voilà. Est-ce qu'elle est partie? Est-ce qu'elle pense à autre chose? Est-ce qu'elle va m'abandonner? Des choses comme ça.
On a tous des peurs abandonniques qui viennent de l'enfance, qui sont réveillées dans la passion amoureuse. C'est d'ailleurs ce qui distingue l'amour de l'amitié. Parce qu'il y a beaucoup de points communs, mais l'amitié ne réveille pas comme ça des peurs abandonniques. Du coup, quand ça arrive dans l'amour, on va être tenté de fuir, en fait, le mystère de l'autre. Je pense que on a tort, alors c'est facile à dire, hein, c'est plus dur à faire, mais on a quand même tort, parce que si on arrivait à aimer de l'autre son mystère, alors non seulement ça entretiendrait beaucoup plus de désir longtemps, mais aussi beaucoup plus de curiosité. Et en fait, je pense le véritable amour est là. C'est l'amour de ce qui m'échappe, c'est l'amour de ce qui ne m'appartient pas. Tu n'es pas mon bébé, tu n'es pas ma beauté, tu es peut-être la beauté, c'est autrement plus fascinant. Mais voilà, je suis comme tout le monde, hein, les prénoms, les petits mots possessifs viennent naturellement. Ouais, c'est ça. Et puis on le fait aussi avec nos enfants, qui nous appartiennent aussi. On est loin de Khalil Gibran, vos enfants ne sont pas vos enfants, hein, effectivement, dans l'appropriation. C'est dans le Prophète, ça ? Oui. Ils sont les enfants de la vie. Alors revenons à Platon et ce sentiment justement de reconnaissance, que l'autre en fait me reconnaît justement dans cette altérité. Malgré tout, il me reconnaît, à la fois dans cet effet miroir, mais aussi dans l'altérité. Oui, alors c'est cette impression qu'on a tous déjà eue de familiarité. On rencontre quelqu'un qu'on ne connaît pas, on a l'impression de reconnaître cette personne, en gros de la connaître déjà. Platon éclaire cela par un mythe, qui est que nous aurions habité avant la naissance le même monde des idées. Donc en fait, on se reconnaîtrait parce qu'on se connaissait avant de naître. Mais peu importe le mythe de Platon, ce qui est intéressant, c'est ce qu'il essaye d'affronter. C'est-à-dire pourquoi on a l'impression comme ça de familiarité avec quelqu'un d'inconnu. Et c'est ça qui est beau dans une rencontre. On se sent plus en confiance avec quelqu'un qu'on ne connaît pas qu'avec quelqu'un qu'on connaît depuis des années. Comment ça se fait ? Eh ben, je n'ai pas d'explication. Ah oui. Zut, parce que je me suis dit, oui, comment ça se fait là ? Tout le monde se pose cette question. Oui, mais ce qui est intéressant, c'est ce que ça nous dit. Ça nous dit que nous sommes faits pour nous sentir chez nous, hors de nous. Parce que finalement, c'est ça que ça veut dire. Je me sens avec toi, comme si j'étais dans mes habitudes, chez moi, alors qu'en fait, c'est un monde inconnu. C'est très politique comme message. Là où, en pleine campagne politique, certains nous disent « Voilà, je suis chez moi, à ma place, dans mon identité, je ne veux pas être dérangé par l'autre ». Ce que nous montre le coup de foudre amoureux, ce que nous montrent les grandes histoires de rencontres, c'est qu'en fait, on est chez soi, hors de soi. Et c'est ça, le cœur de mon livre, on est chez soi, hors de soi. Je ne suis pas chez moi que en moi, dans mon identité, mes certitudes, mes habitudes. Je suis chez moi, confiant, en terre inconnue, avec toi, que je ne connaissais pas l'instant d'avant. Et ça, c'est très beau. Et ça nous fait réaliser que nous ne savons pas d'ailleurs qui nous sommes, globalement. C'est-à-dire que nous sommes pleins de nos croyances, de notre arbre généalogique, peut-être de nos vies antérieures, si on y croit, enfin peu importe, mais en tout cas, nous sommes faits de tout ça, de nos conditionnements, dans notre milieu proche ou élargi, du collectif. Et finalement, je ne me connais pas. On parle de ce fameux « connais-toi toi-même », hein, qui est quand même intéressant, on revient à ça. Oui, exactement. Vous l'avez très bien dit. Je préfère opposer à ce « connais-toi toi-même », demande à l'autre, en le rencontrant, ce qu'il peut apprendre sur toi. Et en effet, si nous savions exactement qui nous sommes, si nous étions parfaitement clairs avec nous-mêmes, des identités fixes, immuables et conscientes, il n'y aurait pas de rencontre possible. Parce qu'en fait, si moi je sais qui je suis, si moi je suis parfait, si je suis auto-déterminé, si j'ai une belle estime de moi-même, une superbe confiance en moi, si je sais exactement qui je suis, j'ai pas besoin de toi, en fait, j'ai pas besoin de te rencontrer. À l'inverse, c'est parce que je ne sais pas vraiment qui je suis ou qui je peux devenir, parce qu'il y a en moi des champs de possibles comme ça, inexplorés, que la rencontre, que de te rencontrer, va me révéler comme ça à moi-même. Alors, d'ailleurs, c'est ça, on a souvent ce sentiment dans les grandes rencontres, de se rencontrer soi-même. Toute rencontre de l'autre est une rencontre de soi, en fait. Et c'est bien aussi de pouvoir identifier à quelle part de moi-même ça parle, c'est-à-dire qu'on parlait des masques tout au début, vous parliez des masques de la personnalité, des personas. Tous ces masques qui vivent en moi, qui sont aussi mes voix intérieures, mon propre dialogue intérieur, ça parle à ces parts de moi, la rencontre à chaque fois. Oui, parce que c'est ça qui est intéressant. En fait, on a plein de parts en soi, plein de dimensions, plein de figures, plein de visages. On peut le dire avec les mots de Freud, le moi, le surmoi, le ça, l'idéal du moi. On peut le dire avec plein d'autres mots. Et la société nous oblige à nous réduire, à nous simplifier et à présenter toujours
aux autres le même visage. Souvent un visage social et professionnel, en fait. Quel masque dominant, quoi. Ce que j'appelle dans mon livre la glu du social. Oui, la glu du social. Je ne l'ai pas dit au début, mais c'est ça, effectivement. Et en fait, les belles rencontres permettent à nos semelles de s'arracher à cette glu du social et de faire apparaître des parts de soi qui sont plus cachées. Alors, ce qui est intéressant, c'est que je peux faire une rencontre amoureuse qui me révèle à cette part-là, une rencontre amicale qui me révèle à une autre part, une association professionnelle qui me révèle encore à une autre part, et je vais comme ça prendre la mesure de ma richesse et de ma complexité dans le mouvement même par lequel je rencontre les autres. C'est ça qui est vraiment fort. Et qui sont des parts ombre et lumière. Ah oui, parfois d'ailleurs, il faut se méfier, parce que ça peut aussi être des parts trop sombres. Oui. Et il peut y avoir des rencontres toxiques, évidemment, des rencontres qui me font du mal, qui me tirent vers le bas. D'ailleurs, je propose dans mon livre un critère assez simple que j'appelle hegelien, puisque Hegel était un philosophe de l'action et de l'objectivité. C'est qu'il faut mesurer une rencontre à ses effets réels sur une existence. Donc voilà, si depuis que je t'ai rencontré, je suis plus joyeux, je vois plus de monde, je fais plus de choses, je développe mon activité hyper bien, c'est que c'est une belle rencontre. Une rencontre, ça se mesure à ce qu'elle produit de concret, de réel dans l'existence. Et elle peut être asynchrone, d'ailleurs. Vous repreniez l'exemple au début, c'est-à-dire quelqu'un qu'on ne connaît pas. Exactement. Mais à l'inverse, si depuis que je t'ai rencontré, mon univers s'est rétréci, ma joie de vivre a diminué, s'il y a un amoindrissement du champ des possibles, et si tu me répètes malgré tout que tu m'aimes, mais que dans les faits, ce que je vois comme production effective de la rencontre, c'est que du négatif, alors je crois qu'il faut que j'essaye de couper, de trancher ce lien toxique. Oui. Est-ce que vous croyez qu'on va quand même à la rencontre de ce que j'appellerais une famille d'âmes, c'est-à-dire qu'il y a quand même une forme de systémie qu'on rejoue ? Une famille d'âmes, vous dites ? Oui. Précisez-moi un petit peu ça. C'est-à-dire qu'on rencontre un peu toujours des personnes qui révèlent toujours un peu les mêmes parts, qui pensent un peu la même chose que nous, un peu comme une sorte d'algorithme finalement qui nous serait représenté ou qui viennent conforter notre système. Peut-être que vous avez raison dans les faits, mais j'aimerais bien que ce ne soit pas trop le cas. Moi non plus. Voilà, mais vous avez quand même peut-être raison. En tout cas, on peut essayer de lutter contre tous ces phénomènes de bulles d'entre-soi. Déjà que les réseaux sociaux fonctionnent là-dessus, que la logique des algorithmes sur Facebook, sur Instagram, nous renvoie toujours les opinions des gens qui pensent comme nous, en gros. C'est ça. Donc moi, je propose plutôt d'essayer de sortir de ça en cassant cette logique algorithmique. D'ailleurs, on peut la casser même sur Insta ou sur Facebook ou sur une appli de rencontre. On peut la casser en jouant avec les critères. Donc on peut jouer avec ça pour recréer de la liberté et du hasard. Mais bon, après, pour moi, la vraie rencontre, c'est plutôt quand on sort de la bulle d'entre-soi et qu'on fait l'expérience de l'altérité, qu'on découvre du nouveau et qu'on apprend qu'on peut voir le monde autrement, qu'on peut entendre une musique autrement, qu'on peut sentir les choses autrement, parce que l'autre a une autre histoire, a un autre vécu, une autre sensibilité, et que finalement, il n'a pas un même rapport au monde que moi. Et c'est ça, une rencontre. C'est l'agrandissement du rapport au monde, en fait. Oui. Ça procède d'une forme de volonté, là aussi, de sortir de cette bulle, ce que font par exemple des voyageurs en solitaire, de manière volontaire. Mais quand on n'est pas forcément dans cette envie de voyager en solitaire, comment est-ce qu'on peut faire pour sortir de cet entre-soi, justement ? Alors, vous avez en effet parlé de volonté, et je crois que oui, c'est la première condition. Alors évidemment, on se souvient de ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est pas la seule. Et la volonté ne fait pas tout, elle peut même être contre-productive. Mais je crois qu'il y a un premier mouvement que je dois initier. Le premier pas, ça me fait penser à cette chanson-là de Claude Michel Schoenberg. Vous savez, le premier pas, j'aimerais qu'elle fasse le premier pas. Alors, oui je ou pas, pas. Non, pas ah bon, tout. c'est très connu. Ah ouais ouais. Et, moi, je pensais à toute première fois, tout, ce qui n'a rien à voir. Non. Quand vous avez dit ça, je pensais à celle-là, ok. Et en fait, l'action, en fait, c'est une manière d'initier un mouvement. Après, la vie se charge de beaucoup de choses. Ouais. Mais c'est vrai que si je n'initie pas le mouvement, il peut ne rien se passer. Donc oui, je suis d'accord, il faut, on peut le dire prosaïquement, se bouger, quoi. Ouais, c'est ça. Il y a une phrase d'Alain qui dit « Le secret de l'action, c'est de s'y mettre ». Donc il faut s'y mettre, mais encore une fois, s'y mettre non pas en étant focalisé sur l'objectif, mais s'y mettre en étant disponible à ce qui n'est pas prévu, quoi. Et dans votre livre, c'est très intéressant, vous opposez également deux grands séducteurs, Albert Camus et Don Juan. Quelle est leur différence fondamentale à vos yeux ? De quoi a peur le séducteur, en fait ? Ça, c'est une question vraiment dure. Parce que c'est un peu facile de dire oui, Don Juan, il rencontre personne parce qu'il rencontre trop de femmes. Il est anesthésié émotionnellement, Don Juan, oui. Je crois que... Et puis Camus, il ne faut pas non plus trop le valoriser, même si c'est un peu ce que j'ai fait dans mon livre. Mais pour essayer de répondre honnêtement, je pense que le séducteur compulsif ne s'intéresse qu'à lui, tandis que le véritable amoureux s'intéresse
à l'autre et fasciné vraiment par le monde de l'autre. Et Gilles Deleuze disait dans l'Abécédaire que rencontrer quelqu'un, donc lui il disait rencontrer une femme, c'est rencontrer un paysage. Et on déplie un paysage. Avec cette femme, il y a ses goûts, ses voyages, ses amis, ses amours passés, ça nous énerve souvent. Et puis, tout un monde qui va avec elle et qu'on va déplier pendant de longues années parfois. Don Juan, il fait pas ça. Il n'a pas le temps, quoi. Il fait qu'enchaîner. Et Don Juan, il est dans un shoot narcissique. Il est dans un trip de pur ego. Oui. Il veut aussi se sentir vivant à travers cette compulsion de séduction. C'est très agréable aussi, hein, on imagine. Mais en revanche, la vraie rencontre, c'est pas ça. La vraie rencontre, c'est de prendre le temps de faire le tour de la différence de l'autre. Et comme l'écrit très bien le philosophe français Alain Badiou, on n'aura jamais fini de faire le tour de la différence de l'autre. C'est ça, l'expérience de l'altérité. D'ailleurs, il y a une phrase de Platon qu'on ne comprend pas bien qui dit « Qui n'a jamais aimé ne peut pas philosopher ». Bizarre. Quel rapport ? Et en fait, ce que ça veut dire, je crois, c'est que philosopher, c'est savoir se mettre à la place de l'autre, c'est savoir faire l'expérience de l'altérité et pas juste répéter ses propres opinions. Oui. Et du coup, quand on aime, on arrive à se mettre à la place de l'autre et on arrive à philosopher, c'est-à-dire à prendre le point de vue de l'autre, parce que dans l'amour, on est préparé à ça. Oui, on entre vraiment en compassion et en empathie avec l'autre. Et il y a des techniques, d'ailleurs, moi j'aime beaucoup la voix de l'Imago, par exemple, qui propose des thérapies de couple en ce sens, qui est vraiment intéressant, où on rentre vraiment en dialogue profond avec l'autre. On apprend ça. Mais c'est vrai que c'est pas forcément inné chez l'être humain. Ah non, c'est dur, c'est pas naturel. On est naturellement enclin à être en soi, à être auto-centré. Et c'est pas grave, c'est un constat. D'ailleurs, regardez les pensées qui vous occupent à l'échelle d'une journée. La plupart vous prennent vous-même pour objet. Simplement, dans la rencontre de l'autre, enfin, je suis délivré de cette obsession du moi. Et c'est cette curiosité pour l'autre qui fait du bien. Oui. C'est peut-être un avantage aussi de la vieillesse, finalement, ça. Oui, exactement. Ouais. En tout cas, d'une certaine manière de vieillir, d'être un peu libéré comme ça du qu'en dira-t-on, et puis libéré aussi de l'obsession du moi. Ouais. Avoir un peu de place pour l'autre. Voilà. Savoir faire de la place à l'autre, je pense qu'on peut essayer de le faire avant d'être vieux. Non, mais c'est bien, mais en tout cas, ils peuvent aussi nous enseigner cette sagesse à travers ce qu'ils vivent, effectivement. Alors, on parlait des algorithmes tout à l'heure, vous parlez aussi de l'amour algorithmique. Évidemment, c'est de notre époque, la rencontre sur les réseaux. Comment vous voyez ça, vous ? Alors, ni de façon négative, ni de façon positive. Je pense que ça n'est qu'un outil. Et puis, il y a tellement de gens qui se rencontrent sur les applis ou sur les sites de rencontres et qui sont heureux qu'on ne va pas leur jeter la pierre. Mais je pense qu'il faut essayer de jouer avec l'outil et de déjouer la logique algorithmique de la prévisibilité. C'est-à-dire que si j'utilise un site ou une appli pour rencontrer quelqu'un qui correspond exactement à mon attente, je pense que dans ce cas-là, même si je rencontre quelqu'un, et si cette personne correspond exactement à mon attente, alors je pense qu'il n'y a pas de rencontre. Parce qu'elle était déjà là, en fait. Vous voyez ce que je veux dire ? S'il n'y a aucune surprise, aucun imprévu, alors ce n'est pas une rencontre au sens propre. En revanche, peut-être, ce qu'on peut faire concrètement, c'est renseigner des critères plus vagues, plus allusifs, se décrire de façon moins précise, avoir des attentes un peu plus elliptiques, pour recréer, en fait, les conditions du hasard, tout simplement. Voilà, je m'oppose à la première pub de Mythique, ayez l'amour sans le hasard. Je pense qu'il faut un peu de hasard pour rencontrer l'amour, comme d'ailleurs pour rencontrer l'amitié. Et d'ailleurs, il faut faire sa place au hasard. Il ne faut pas vouloir abolir le hasard avec une logique de pure prévision. Il ne faut pas non plus s'en remettre complètement au hasard. Ou de performance. Oui, ou de performance. Il faut peut-être essayer de faire du hasard son partenaire, son allié. Et pour ça, on va le chercher. Donc on agit, et puis on se rend disponible, et puis on affiche quelque chose, on fait un peu tomber le masque. Et cette attitude en trois dimensions, tout ça, c'est la deuxième partie de mon livre, c'est la méthode en quelque sorte. Action, disponibilité, vulnérabilité, tomber le masque, ça permet, je crois, d'aller provoquer un peu le hasard. Voilà. Alors justement, dans votre livre, vous en parliez à l'instant, dans les pistes, vous parlez vous faites l'éloge de la vulnérabilité, vous parlez de dévoiler son intimité. Comment être authentique ? C'est pas forcément évident. Avec toutes ces pelures d'oignons, tous ces masques. C'est peut-être plus simple de se dire que ce qui va attirer l'autre, c'est pas ma vulnérabilité, parce que c'est peut-être trop. Et puis, il ne faut pas non plus prendre l'autre en otage avec toutes ses souffrances dès le début, mais en revanche, ma complexité. Et pour que je sois complexe, c'est donc intéressant, il faut qu'il y ait, malgré ma force et mes talents, un peu de vulnérabilité, de fragilité, de tendresse, quoi.
C'est vrai que souvent, on se trompe en pensant que pour attirer quelqu'un, il faut avoir l'air parfait, avoir l'air sûr de soi. Ça fait aussi parfois fuir les gens, alors que le fait de tomber le masque le premier peut aussi autoriser l'autre à le faire en retour. C'est ça. Alors, chez l'humain, la rencontre est très signifiante. Est-ce qu'elle est autant chez l'animal, par exemple ? Alors, évidemment qu'il y a des animaux qui se rencontrent, des oies qui vivent en couple, des oiseaux migrateurs qui traversent ensemble, des pingouins qui vont s'accoupler à l'autre bout de la banquise, mais il n'y a pas ce changement individuel occasionné par les rencontres. Alors on serait tenté de faire de la rencontre le propre de l'homme, au sens où nous, les mammifères humains, nous pouvons, en rencontrant quelqu'un, devenir vraiment très différents. On ne voit pas tellement ça chez les animaux. Il y aurait peut-être une explication, c'est la prématuration de la naissance des humains. On est né trop tôt. On est inachevé. D'après les embryologistes, 8 ou 9 mois trop tôt. Il faudrait 18 mois pour que les cellules du fœtus soient arrivées à terme. Du coup, c'est vrai, on se dit, est-ce que les rencontres vont parachever le travail que la nature a laissé inachevé ? Et la réponse est oui. On voit bien que le bébé, il a besoin d'être prolongé, d'être assisté, d'être enveloppé. Comme si... contenu même. Voilà, comme si, né trop tôt, nous avions besoin de faire des bonnes rencontres pour pouvoir non seulement survivre, mais aussi vivre bien et grandir et se développer. Et la rencontre entre l'homme et l'animal ? C'est une belle rencontre aussi. De toute façon, la rencontre, c'est l'invariant que je cherche dans mon livre. Et qu'on rencontre un animal, un être humain, un paysage, un livre... Un arbre, oui. Voilà, il y a toujours le même mouvement. L'objet même. Ouais, un objet, bien sûr. Mais c'est quand même un peu moins fort, je trouve, la rencontre d'un objet que la rencontre d'un être vivant. Mais quoique, il y a toujours cette idée... Est-ce que l'œuvre d'art est objet, par exemple ? Oui, bien sûr. Ouais. Voilà. Il y a toujours cette idée que je vais sortir de moi-même et dans le contact avec ce qui n'est pas moi, me rencontrer. D'où une invitation au voyage, en fait, une invitation à l'exploration, une invitation aussi à la curiosité, bien sûr. Et la rencontre avec Dieu dans tout ça ? Eh bien, si vous êtes croyant, vous pouvez penser que Dieu lui-même a besoin de rencontrer l'homme et le monde pour savoir qu'il est Dieu. C'est en tout cas une façon de croire en Dieu. Il s'expérimente lui-même. C'est un peu ce que dit Martin Buber dans son beau livre « Je et tu ». Il vient s'expérimenter, c'est ça ? Ouais, il a besoin, lui aussi, en fait, son être à lui aussi, est de partir à la rencontre de ce qui n'est pas lui. Ce serait le monde, ce serait la nature, ce serait l'homme. Après, on peut aussi penser le contraire, et de dire que le problème, c'est que si Dieu existe et si nous avons ce point commun, alors il y a moins de rencontres de l'altérité, parce qu'on est tous les enfants du même Dieu. Moi, j'ai l'impression que ce qui compte, qu'on soit croyant ou pas, c'est de s'éprouver pleinement vivant au cœur d'un mouvement par lequel on se risque à sortir de soi pour devenir soi-même. Donc c'est une forme de transcendance ? Oui, transcendance par opposition à l'immanence. L'immanence, c'est quand ce qui est en soi est fermement en soi. Et la transcendance, c'est quand on sort comme ça, on expérimente une sortie de la limite. On pourrait dire ça comme ça. En tout cas un voyage. Et en tout cas, une sortie de soi. Voilà, sortons de nous-mêmes. Ça veut dire ne soyons pas trop nous-mêmes. Ça veut dire aussi ne soyons pas trop fiers de nous-mêmes, pas trop suffisants, pas trop auto-définis. Et peut-être que c'est dehors, quoi, que la vraie vie nous attend. Il y a une forme comme ça, justement, j'entends, d'abandon au mystère, en ce sens, de sortir de soi. Oui, abandon au mystère, mais ça n'empêche pas qu'il y a un chemin, le mystère est au bout du chemin, et c'est sûr qu'il y a un moment, il faut savoir accepter le mystère, ne pas vouloir tout réduire, tout posséder et tout arraisonner. Mais avant cela, il y a un chemin où il y a beaucoup de choses qu'on peut comprendre, qu'on peut étudier, qu'on peut anticiper. Voilà, c'est comme un chemin qui mène à la mer. Simplement, au bout du chemin, il y a une sorte de promontoire ou de plongeoir, quoi. C'est ça. Et à un moment, on saute. Alors, on a été préparé. On a été préparé par le travail, par la curiosité, par l'anticipation. Mais il y a un moment où il faut sauter, quoi. Et la vraie vie, c'est ça. C'est le moment où on saute. Le moment où on y va. Ouais, c'est le moment où on y va. Puis vous parlez aussi de ces rencontres, quelque part, qui nous élèvent, même si, en disant élevé, je repars dans une dichotomie, quelque part, de ce qui est bien et de ce qui est mal. Mais vous parlez aussi de ces échanges avec un bébé, un SDF, une victime, voilà.
elles engendrent en nous un changement moral. Oui, c'est vrai. C'est le philosophe Lévinas qui nous éclaire là-dessus aussi. Oui, c'est vrai qu'il y a, si on se demande quels sont les vrais signes que la rencontre a lieu, il y a des signes qu'on a un peu évoqués, le désir, le trouble, la curiosité pour le monde de l'autre. Mais le problème, c'est que parfois, on a ces signes-là, et en fait, la rencontre n'a pas lieu. Ils ont été trompeurs, parce que ça n'a pas donné suite. La grande rencontre, elle-même, elle fait des petits, quoi. Et donc, il y a d'autres signes plus tangibles, plus forts. Et notamment, celui que vous évoquez, c'est quand je me sens responsable de l'autre. Oui. Non seulement j'ai changé à son contact, mais en plus, je me sens responsable. C'est-à-dire, là, on s'est vraiment rencontrés, nos trajectoires ne se sont pas simplement croisées, tant et si bien que je me sens responsable de toi. C'est la différence entre quelqu'un que j'ai rencontré, un SDF à qui j'ai parlé, j'ai vu son regard, j'ai senti sa détresse, et donc je me sens responsable de lui, donc ça, je l'ai rencontré, quoi. Et un SDF dont je détourne le regard, que je fuis, je me sens coupable, peut-être, de le faire, mais pas responsable. Alors je crois que cette moralité, au fond, se sentir responsable des autres, quand c'est de la moralité, eh bien, c'est pas quelque chose qui est là de façon pure. On a besoin de rencontrer les autres pour prendre la mesure de sa nature morale et de sa nature responsable. Ouais, c'est intéressant. Et puis on revient évidemment au Petit Prince. Quand vous dites ça, on pense à cette rose qui l'apprivoise. Le renard aussi, la rencontre avec le renard. La rencontre avec le renard, on parlait des animaux, effectivement. Ouais. Et la planète. Vous savez... Et la rencontre avec sa planète. Oui, bien sûr. Mais le simple fait de vivre avec un animal, un chien, un chat, un poisson peut-être un peu moins. Quoique. Mais c'est quand même, si on veut bien s'y arrêter, très troublant. J'avais eu cette histoire avec mon chat pendant le confinement. Il neigeait et il y avait des gros flocons par la fenêtre. Et je le voyais complètement aux aguets, vigilant, passionné, fasciné, parce qu'il n'avait jamais vu de la neige. Et à force de le regarder, j'ai un petit peu vu la neige avec ses yeux. Et je me suis dit, mais oui, ça doit être complètement fou, quand on est un chat, de découvrir que dans le ciel se charge de flocons de neige. Ouais. Et ça, c'est une expérience de l'altérité. On a du mal, en fait, parce qu'on fuit, on passe à autre chose. On dit, oui, c'est marrant, le chat regarde la neige. Mais il faut s'arrêter un peu. Et regarder le chat, regarder la neige. Et peut-être aussi regarder le flocon, se mettre à la place du flocon qui est regardé par le chat aussi. Ouais. Ça me fait penser à cette histoire-là du sage qui s'endort sur un banc et qui regarde le papillon. Vous vous souvenez de cette histoire ? Non. C'est le sage qui regarde un papillon et puis il s'endort et puis il se réveille. Et quand il se réveille, le papillon est toujours là. Alors, est-ce que le papillon est réel ou dans son rêve ? Ah oui. Et puis après, on laisse les gens répondre. On dit, mais à moins que ce soit le sage qui soit dans le rêve du papillon. C'est ça. C'est un peu l'idée du chat de Schrödinger aussi. Oui, exactement. Cette idée-là. Je pratique un art corporel qui s'appelle le Wu Tao. Et effectivement, on expérimente aussi dans cet art corporel qui n'a pas forcément une visée thérapeutique au départ, mais qui peut avoir des effets thérapeutiques. Mais on expérimente dans notre corps, justement, des différents états d'être, soit le règne végétal, minéral, etc., dans une espèce de grande lenteur, ou au contraire, animale, dans une extrême vitesse, si par exemple, justement, où on prenait l'exemple du chat. Ouais. Et c'est hyper intéressant, justement, d'expérimenter ça. C'est la rencontre des autres règnes à l'intérieur de nous, et qui est aussi une forme de vivance. Ouais, et d'ailleurs, ce qui est intéressant, ce que vous dites, c'est que on voit bien qu'on a différentes couches de vivants en soi. Ouais. Donc on est vraiment multiples, en effet, de différentes parts. Et souvent, il faut rencontrer un animal, rencontrer le végétal, rencontrer un paysage, rencontrer le ciel, rencontrer l'eau, rencontrer quelqu'un, rencontrer un sage, un guide, un psy, un coach, qui vous voulez. Mais souvent, il faut rencontrer les autres pour rencontrer en soi toutes ces dimensions qu'on ne soupçonne pas et qui pourtant sont là, tissées, entrelacées et qui font ma richesse. Donc c'est clair que le risque, si je ne rencontre pas assez de gens, c'est que je passe à côté de moi-même en fait. C'est un gros risque quand même. C'est une très bonne conclusion. Merci infiniment Charles Pépin d'avoir pour nous uni à l'intelligence philosophique, à l'intelligence du cœur. C'est vraiment ce qu'on sent chez vous et de nous avoir rassasié vraiment de notre soif de belles rencontres. C'est régénérant en fait de vous entendre. Merci beaucoup. Alors j'espère que vous serez régénérés vous aussi qui nous avez écoutés. Merci infiniment. À bientôt, au revoir. Au revoir.
Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme préférée. Et surtout, abonnez-vous pour suivre tous les épisodes gratuitement. Découvrez aussi en librairie mon livre, issu du podcast Métamorphose, éveille ta conscience, 33 rencontres essentielles pour être soi, aux éditions Erol. Et enfin, pour nous soutenir, rejoignez la tribu Métamorphose à l'adresse patreon.com/métamorphose. Merci infiniment. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience.